Et afin d'analyser le fond de la rencontre entre les présidents français et béninois, nous recevons ce soir Francis Laloupeau, journaliste, essayiste et enseignant en géopolitique et relations internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Dassault. On l'a appris en début de soirée, 30 opposants arrêtés durant la dernière présidentielle au Bénin ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire par la Criette. S'agit-il, selon vous, d'une coïncidence ? Certainement pas une coïncidence. En tout cas, si c'en était une, il y a au moins un symbole. Et que cette libération, peu surprise, intervient quand même au moment où Emmanuel Macron quitte le Bénin après ce séjour au Bénin. Mais il y a comme une contradiction, en tout cas, entre cette libération, qui est forcément le fait du prince, parce que cette libération s'est tellement dictée depuis le palais présidentiel de la Marina à Cotonou, et la déclaration du président Patrice Talon quelques heures plus tôt, qui indiquait qu'il n'était pas question qu'il cède, en tout cas. Il disait également qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, déclaration de Patrice Talon tout à l'heure de la conférence de presse. Il disait très clairement d'ailleurs que le fait de libérer des criminels ne relevait pas de cette ouverture dont il voulait faire preuve, la question de savoir si des prisonniers politiques emblématiques tels que Rika Madougou, le professeur Joël Aïvo, sont des criminels. Et on cherche toujours d'ailleurs les crimes qui leur sont imputés. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la venue d'Emmanuel Macron au Bénin. Dernière en date, celle de Rogatien Biaou, l'ancien chef de la diplomatie au Bénin. Il dit dans une tribune signée dans le journal français Le Monde, quand le président français Macron parle au président Talon, il ne doit pas oublier qu'il s'adresse à un homme qui enracine son autocratie au Bénin. Comprenez-vous ces critiques ? Écoutez, on peut comprendre cette critique parce que il faut dire que le voyage de M. Macron, du président Macron, est un voyage bien étrange. C'est un voyage qui est marqué quand même par une forme d'accommodation à l'état des choses, à une forme de réel politique. C'est ce qu'on a pu observer au Cameroun et c'est ce qu'on observe également au Bénin. Alors quand on sait avec quelle ardeur le président Macron défend et promeut la démocratie au sein de l'Union européenne, se trouver dans un pays comme le Bénin, qui est quand même un pays qui, de manière emblématique, a procédé depuis, en tout cas, où le régime en place a procédé depuis 6 ans maintenant, à une liquidation méthodique des acquis démocratiques de ce pays. On se dit quand même, le président Macron est parti sur un terrain qui, aujourd'hui, est un terrain, en fait, qui fait école. Mais le président Patrice Talon a été réélu 2 fois de façon démocratique. Écoutez, la dernière élection était fortement, je dirais, même pas contestée. Ce n'était pas une élection, puisque tous les principaux adversaires du président Talon ont été écartés de la compétition, notamment le professeur Joël Aïvo, qui était l'un des candidats. Alors, évidemment, ici, même dans ce studio, nous avons parlé de ce système de parrainage qui avait été mis en place dans le but simplement de privatiser le processus électoral et d'apparaître, Patrice Talon, d'apparaître comme le seul candidat devant les électeurs. En fait, il n'y a pas eu de compétition électorale à la dernière élection présidentielle. Et on a assisté depuis 6 ans à une privatisation de tous les leviers du pouvoir au Bénin. C'est-à-dire le levier économique, le levier sécuritaire, le levier électoral également. En tout cas, tous les pouvoirs aujourd'hui tous les leviers du pouvoir sont littéralement privatisés dans ce pays. C'est la réalité du Bénin. Vous décrivez une situation au Bénin. Quand le président Emmanuel Macron se rend dans l'actuel Bénin en 2022, que signifie son déplacement ? Écoutez, ce déplacement intervient dans un contexte très particulier. D'abord, il faut dire que la tournée d'Emmanuel Macron est fortement hantée par la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, on sait à quel point l'Afrique est fortement courtisée, à la fois par la Russie et d'autre part par les Occidentaux, où chacun, je dirais, entreprend une course aux alliances avec les pays africains. Donc il y a d'abord ce contexte. Et puis il y a l'autre contexte, qui est le contexte sécuritaire régional. En toile de fond, le retrait de Barkhane du Mali, et puis le repositionnement de l'opération Barkhane sous d'autres formes indiquées par Emmanuel Macron, au Niger, avec une extension au Bénin, certainement, avec la fourniture des équipements militaires, l'assistance militaire également au Bénin, la fourniture de drones et du renseignement également. En tout cas, c'est une manière de déployer Barkhane autrement, avec de nouveaux points d'appui, au Niger essentiellement, au Bénin également, au Togo certainement, une extension au Togo, et surtout avec le voyage que Emmanuel Macron va entreprendre demain auprès du président Mbalo, le président de Guinée-Bissau, actuellement président de l'exercice de la CEDEAO. Il s'agit en fait de mettre en place une forme d'alliance avec toute la sous-région. Ce qui répond d'ailleurs en fait au projet initial. Il faut se souvenir qu'en 2012-2013, les djihadistes qui occupaient le nord du Mali avaient émis le projet très clairement d'étendre en fait leur action, leurs menaces, leur entreprise à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
Hier, Emmanuel Macron discutait donc avec Paul Biya, le président camerounais aux 39 ans de règne. Aujourd'hui, il était au Bénin, pays où 2 figures de l'opposition sont encore en prison. Le premier mandat d'Emmanuel Macron a été marqué par la volonté, par le président français, d'établir de nouvelles relations avec l'Afrique. Aujourd'hui, diriez-vous que c'est le retour de la réelle politique ? Absolument. Je pense que, à défaut de renouveler la relation, comme l'a dit Emmanuel Macron, je pense qu'il était d'abord. Je pense que sa préoccupation essentielle était quand même la guerre en Ukraine. Je pense que je disais que ce voyage était hanté par cette guerre en Ukraine. Donc le projet de renouvellement des relations entre la France et l'Afrique est passé un peu au second plan. Et comme je disais, il y a une forme d'accommodation comme ça à la réalité politique de l'Afrique. Alors on a mis au cœur de ce voyage 3 thématiques, l'économie, la sécurité et la culture. Excusez-moi de vous dire, mais la culture, c'est un peu, j'ose le dire, comme le dit l'adage, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, quoi. Et on a oublié, effectivement, on a évacué des questions politiques, désormais, du champ de ces relations entre la France et l'Afrique, évacuer les questions du respect des droits humains, évacuer les questions de l'état de droit, évacuer également tout simplement les enjeux démocratiques qui constituent quand même encore aujourd'hui le centre même du débat politique en Afrique. Le président français souligne depuis plusieurs jours qu'il souhaite donc revoir la présence française sur le continent. Dans le même temps, d'autres pays réaffirment leur volonté de s'implanter en Afrique. C'est le cas notamment de la Russie. Je vous propose d'écouter ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron à ce sujet. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Francis Aloupo, cette concurrence que se livrent certains pays occidentaux sur le terrain africain peut-elle être, entre guillemets, un avantage pour les pays du continent ? Écoutez, au fond, on a le sentiment de revivre un scénario qu'on a bien connu, parce que la guerre en Ukraine est en train de prendre des guerres d'une guerre froide, d'une nouvelle version en quelque sorte. Au fond, il y a une trentaine d'années, 35 ans, on assistait au même jeu d'alliance, au même jeu d'influence. C'est une répétition de l'histoire. Des puissants. Écoutez, l'histoire ne repasse jamais exactement les plats de la même manière, si je puis dire. Mais en tout cas, il y a une forme de répétition. Il y a une forme de répétition parce qu'aujourd'hui, on assiste à nouveau à des recompositions des puissances d'abord à travers sur la scène internationale, mais surtout en ce qui concerne l'Afrique. Aujourd'hui, on assiste à nouveau à ce jeu d'influence entre puissances rivales, entre l'Occident, pour faire simple, entre l'Occident et la Russie, et également la Chine, qui est un arrière-plan. Il ne faut jamais sous-estimer, je dirais, l'ombre du géant chinois. Parce que ce qui s'impose aujourd'hui, quand vous voyez par exemple que au cœur du voyage d'Emmanuel Macron, l'économie a une place essentielle, comme si en fait aujourd'hui l'alpha et l'oméga de ces relations, c'était l'économie. Au fond, c'est le triomphe, en quelque sorte, pour l'instant en tout cas, de ce qu'on a appelé le protocole de Pékin, contre le protocole de Washington. Alors, donc, revenons donc à ces alliances qui se constituent, recomposition donc de ces alliances, recomposition d'une forme de guerre froide. La question est de savoir comment l'Afrique peut le mieux négocier ses intérêts. Il faudrait que l'Afrique cesse d'être indéfiniment un terrain justement de ces jeux d'influence entre puissances rivales et que les intérêts de l'Afrique ne soient plus forcément et, je dirais, fatalement liés aux intérêts de ces puissances rivales. Francis Aloupo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Blues démocratique 1990-2020 aux éditions Cartala. Merci à vous. Merci à vous.